En voiture, Simone. Excusez voisin, mais on n'emploie plus cette expression depuis bien longtemps. Sauf que ma femme s'appelle vraiment Simone. Ah, autant pour moi alors, et désolé pour votre femme. Starter, 20h30, 21h, sur Indestar. Bon lundi tout le monde et merci d'avoir choisi Indestar pour passer votre soirée du début de semaine avec votre programme moteur hebdomadaire, c'est Starter. On y parle 2 roues, 4 roues, moteur en tous les cas, avec ce soir la nouvelle Golf. La Golf 8ème génération de Volkswagen, la toute première étant sortie en 1974. Alors en 45 ans, je suis sûr que vous êtes déjà monté dans une Golf, surtout qu'elle a été produite à 34 millions d'exemplaires. Est-ce que vous avez des anecdotes dans une Golf, Jolan et Antoine ? Moi j'ai été monté dans une Golf, une Polo, et c'était tape-cul. Attends, c'était une Golf ou une Polo ? Enfin une Polo de Oui. de chez Golf. Ah non, non. Ah, Non, attends. Dans t'as la Golf et dans la Polo. Golf Volkswagen, tu as la plus petite, c'est la Polo, et après tu as la Golf. Il n'y a pas des Golf Polo, ça n'existe pas. La Polo alors. À moins que le mec s'appelle Polo. Non, non, Eh non. Polo, tu roules en Golf, tu vois là ça marche. Mais sinon ça n'existe pas. Donc, c'était une Polo ou une Golf alors ? C'était le Polo pour le. C'était une Polo. Bon, donc pas d'anecdote, ok, merci. Et Antoine ? Non, jamais monté dans une Golf. C'est vrai ? Non. Ah ouais, et ben moi mon meilleur ami en avait une, enfin ses parents en avaient une. C'est une Golf 1, donc fin des années 70, 5 portes vertes, et dedans ils allaient chercher des poulets. Donc t'avais le coffre qui était rempli de poulets vivants encore. Oh, purée. et bah ça braillait dans la voiture. Ouais, m'étonnes. elle en a suivi la Golf. Donc 2020, ça sera l'année de sortie de la Golf 8, donc l'année prochaine. Si vous attendez à une révolution, bah il y en aura pas. Je suis désolé, c'est raté, mais en même temps. C'est pas comme si c'était un scoop, à chaque fois il y a une évolution, ils changent par petites touches, mais ils changent pas totalement. C'est le principe déjà des Allemandes en général, et particulièrement de Volkswagen. Donc celle-ci a fait 2 cm de plus en longueur, 3 cm Ouais. de moins en hauteur, ce qui apporte à combien au niveau des dimensions ? Elle mesure en 20 mètres de long, elle fait 4,280 mètres. Ouais, Et en large, elle fait 1,789 m. ouais, donc 78. Et en large, ouais. elle fait 1,456. D'accord, très bien. Voilà. Les phares avant, ils sont plus effilés qu'avant, plus Ouais. bas aussi, ils sont full LED, bien Ils sûr. ont pas mis des crocs un peu sur la 208. Non, il n'y a Et pas ça, de j'aime trop bien. sur la Golf. Et il y a une nouvelle technologie dans les phares qui les oriente en fonction de la route. Alors là, Antoine, tu vas me dire, ouais, mais il y avait déjà ça sur la DS, certes. Sauf que là, ils adaptent aussi, ils s'adaptent les feux à la circulation, ce qui permet par exemple de suivre une voiture en plein phare, sans que ça l'éblouisse. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ah ouais, c'est pas mal en Ce vrai. que j'aime aussi à l'avant, bon c'est un détail mais ce sont les petites ailettes qui sont peintes sur le bouclier avant. Je trouve ça plutôt sympa. L'arrière est un peu plus musclé que l'ancien. Il y a des, tu sais les feux avec défilement des clignotants là, c'est plutôt cool. Et puis il y a le nom Golf en plein milieu, en dessous du signe Volkswagen qui est marqué au milieu du haillon. Bon après on va pas s'attarder trop sur l'extérieur puisque c'est surtout à l'intérieur où ils ont tout changé. Et où ils nous étonnent. Parce que normalement on a une grosse console centrale là au milieu avec plein de boutons partout. Là il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien en fait. Là il y a une planche de bord qui est toute en longueur avec 2 écrans qui suivent aussi ce tracé. Les deux font 10 pouces. Alors il y en a un devant nous avec des compteurs 100% numériques, ça c'est d'actualité. Et puis le deuxième qui est dans le prolongement à droite, tactile, avec en fait toutes les commandes. Alors je précise toutes. Parce que en fait, à part sur le volant où t'as encore des boutons, on va dire à l'ancienne, il y a quasiment plus rien sur le tableau de bord, à part quelques touches sensitives, comme celle des warnings par exemple. Ouais. Et je trouve ça assez intéressant d'en parler parce que en termes d'ergonomie, je sais que c'est la tendance du tout tactile. Mais j'ai peur que la praticité en pâtisse. J'ai râlé la semaine dernière contre Peugeot en disant que voilà, je trouvais pas ça forcément très logique de devoir appuyer sur un bouton qui amène un menu sur l'écran pour ensuite régler par exemple la vitesse de la ventilation. Bah là ça va être pareil, et pourtant chez Volkswagen ils sont plutôt réputés pour avoir une bonne ergonomie. Donc voilà, à voir comment ça va se manipuler, mais en vrai je trouve que moi les boutons ça a du bon. Et tu vois, la preuve, ils ont mis le warning, tu vois, qui est un bouton essentiel parce que si t'es voilà, Oui, bah oui, ils l'ont laissé en bouton. Donc quelque part je me dis, Ce que tu regrettes, c'est qu'il n'y ait plus les boutons genre climatisation et tout ce genre de... T'es là, dans ta voiture, t'as mis la clim par exemple. Tu Ouais. vois, elle est à 22 degrés, tu veux la mettre à 20. Oui. Bon, quand t'as des boutons physiques, comme ils ont laissé par exemple sur les Renault, t'as un petit bouton rotatif, tu tournes un petit peu ta température et tu règles, clac clac, t'es à 20 degrés. Ok. On parlait de Peugeot, sur les Peugeot, tu dois appuyer sur un bouton qui te mène à l'écran où là tu as les commandes, et ensuite tu fais varier ton volume de ventilation, tu vois. Ouais. Enfin, pour moi c'est une perte de temps.
Et là, je trouve ça assez évident. En fait, ils aient mis par exemple les warnings sur un bouton physique, ils les laissaient sur un bouton physique, et les autres commandes, ils sont sur l'écran tactile. Je vois ce que tu veux dire. Je trouve que ça, on perd en efficacité, si tu veux. Moi, j'aime pas les écrans tactiles, moi. Ce que t'as pas dit après, c'est qu'ils ont mis la commande vocale. Après, je sais pas si. Oui, alors ils ont mis la commande vocale, effectivement, ça c'est sympa. Alors ça, c'est en option, là, je crois. C'est une option. Avec le bonjour Volkswagen, et tu donnes ta commande. C'est comme rien à voir, hein, leurs concurrents, mais bonjour Mercedes, ils ont fait un peu le même prototype. Exactement. Non, mais si tu veux, moi j'ai rien contre l'écran tactile ni la commande vocale. Ouais. Je dis juste que encore une fois, les boutons, ça a pas que du mauvais. Parce que en même temps, pour accéder aux fonctions principales, t'es pas obligé de retourner sur un menu et ensuite d'appuyer sur ton écran. T'as une commande directe. Après, ce qui est compliqué avec les écrans, c'est ce que je te disais, c'est comme sur la Peugeot 208, les touches là qui étaient en piano. J'aimais pas ça parce que quand tu achètes la voiture, ton regard tu le retires de la route. C'est un peu pareil pour les écrans. C'est vrai. Ton regard est focalisé sur l'écran où il y a plein d'informations. Quand tu achètes la voiture et que tu connais pas comment on appelle ça, l'interface de la voiture, c'est ça. Ton attention est plus portée sur l'écran que sur la route. Et je pense même qu'en connaissant l'interface, tu vois, si je fais le comparatif avec moi j'ai une voiture qui a 30 ans, donc une 205, mais si tu regardes les commandes en fait de chauffage, etc., tu vois, c'est hyper simple. T'as 3 boutons, tu tournes, voilà. Même si tu connais pas, si tu veux, tu règles très facilement. Et là, je trouve que même si tu connais ta voiture, t'as tellement de modes, de conduite, de machin, de trucs de bidule que finalement, limite, t'es obligé de t'arrêter si tu veux pour régler. Alors, si tu fais ça sur route en conduisant, ça devient dangereux. Ou alors, il faut que ça soit le passager qui le fasse. Sauf que là, t'as un écran qui est orienté vers le conducteur, donc c'est pas fait pour que le passager le fasse. J'aime pas toute cette technologie. Qu'est-ce que t'aimes pas? En fait, le jour que ça tombe en panne. Oui. Ah bah oui, non mais ça c'est un autre problème. Admettons, tu laisses la clim en plein hiver. Admettons, tu oublies de couper la clim en plein hiver. Oui. Le truc qui tombe en panne, tu fais comment pour l'enlever? Non mais on est d'accord. On est d'accord. C'est pour ça que la technologie c'est bien beau, mais le jour que ça tombe en panne, après. Mais je rejoins Antoine, je trouve que les voitures simplistes sont mieux. C'est plus, enfin pour moi effectivement la simplicité a du bon, tu vois. Après t'as un certain nombre de réglages. Là au niveau de la présentation par exemple des écrans, c'est soigné, c'est à la bonne hauteur, on se croit même chez Mercedes dans une classe A, par exemple, ça ressemble, c'est plutôt cool. Bon, c'est dommage qu'à côté de ça, tu vois, ça reste l'ambiance Volkswagen, c'est-à-dire très austère, il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de petits gadgets non plus. Après elle est très connectée, la voiture. Oui, non mais ça, on est d'accord. Ça, voilà, il y a des réglages de conduite par exemple, avec tous les éléments qui sont paramétrables au millimètre, comme par exemple la dureté de la suspension, du volant, des commandes, et voilà. Et en termes d'équipement, en plus de toute la longue série qui équipe déjà ses concurrentes, moi j'ai relevé par exemple le régulateur de vitesse connecté. C'est-à-dire que si par exemple tu as un accident devant à 500 mètres, en fait la voiture va automatiquement ralentir à l'avance parce qu'elle sait, grâce au GPS, qu'il y aura un accident en plus loin. C'est cool, je trouve, ce genre de développement. C'est plutôt sympa. Après, on rentre encore une fois dans l'électronique, quand ça bug, ça bug. Ce qui est plutôt bien aussi, c'est qu'elle va se mettre à jour toute seule. C'est comme sur Tesla, tu vois. C'est-à-dire que tu vas avoir des nouvelles fonctions, des nouvelles applis qui vont apparaître au fur et à mesure. Tu peux avoir des problèmes de mise à jour. Alors tu peux avoir des problèmes de mise à jour. C'est comme une mise à jour Windows. T'es un peu dans la merde, quoi. Oui. Par contre, ça te permet, par exemple, tu sais, souvent à l'époque, tu avais des GPS qui étaient fournis avec les voitures. Au bout de 3 ans, tu utilisais plus ton GPS parce qu'il était has-been, l'interface était pourrie, tu utilisais ton smartphone. Bon, là, au moins, tu te dis que le truc, ça va être actualisé au fur et à mesure et tu vas toujours conserver une interface, un GPS à jour. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je trouve que c'est plutôt une bonne initiative de la part de Volkswagen. Tesla le fait déjà et je pense que les autres constructeurs vont le suivre. Ils prennent modèle sur Tesla. Je pense, sinon à l'arrière, bon, ça évolue peu, même place pour les jambes, un petit peu moins pour la tête parce qu'on perd 3 cm. Elle est plus large à l'arrière, c'est ce qui... Elle est un petit peu plus large, mais elle est un petit peu moins haute aussi. Donc tu perds un petit peu. Et puis le coffre, on reste tel quel, 380 litres. Ce qui est pas mal, surtout que tu as un haillon qui est plutôt carré à la verticale, donc c'est pratique. Pour ce qui est des moteurs. Donc là aussi on évolue parce qu'on a deux diesels 215 et 150 chevaux. C'est ça. Et en essence, on a que de l'hybride. Alors il y a deux technologies d'hybride. T'as l'hybridation légère. Donc hybridation légère où t'as un petit moteur électrique de 48 volts qui va nous permettre de gagner 10% de consommation, c'est la promesse en tout cas. Donc ça c'est monté sur les versions 110, 130 et 150 chevaux. Et tu as de l'hybride rechargeable, donc la vraie hybride en 204 et 245 chevaux. Ça sera aussi peut-être sur le cas sur la GTI qui arrivera un petit peu plus tard. C'est ce qu'il propose. Normalement elle devrait faire 290 chevaux.
avec un look un petit peu plus agressif. Et il parle de la GTD, je sais pas si tu as entendu parler. En turbo diesel, ouais. Ouais, c'est possible. Ouais, oui, c'est pareil. Ils ont prévu de la sortir aussi. D'accord. Donc sur la GTI, tu auras tout de suite la calandre en nid d'abeille, tu auras forcément le petit liseré rouge, voilà, sur toute la carrosserie, et puis un petit peu plus une petite séance de bodybuildage, on va dire, sur les boucliers. On va découvrir ça très vite. Ce qui est sûr, c'est que autant sur les versions classiques que sur la future GTI, on sera toujours en version 5 portes. Voilà, plus de 3 portes, mais ça c'est quelque chose, j'ai l'impression que tous les constructeurs sont en train d'abandonner les versions 3 portes. Bah c'est chiant les 3 portes. Mais non, moi j'aime bien. Alors oui, c'est moins pratique, je suis d'accord avec toi. Après, niveau look, j'aime bien. Ah ouais, je sais pas ce que t'en penses, Antoine. Ça rend bien niveau look. Moi, pour moi, une 3 portes, ça a plus de style qu'une 5 portes. Après, c'était faire le tuning, tu fais porte-papillon. Oui, alors effectivement, un porte-papillon, c'est. Là, j'ai ma collègue. Non, mais... J'ai ma collègue, elle avait son copain, elle a une voiture 3 portes. J'ai changé parce qu'ils ont un enfant, donc peut-être que j'ai changé parce que pour mettre l'enfant derrière. Non, mais je suis d'accord, c'est moins pratique effectivement quand t'as un enfant pour mettre le siège bébé à l'arrière pour le récupérer. La simplicité, Théo. Mais oui, mais niveau look, je suis désolé, mais une 3 portes pour moi, voilà. Bon, aujourd'hui ils essayent de faire des 5 portes, on va dire sympas, tu vois, en termes de look, mais bon, non. J'aime bien. Ouais. Mais bon, apparemment, je suis tout seul, donc ils arrêtent les versions 3 portes et ils se consacrent aux versions 5 portes. Trop 5 portes, moi ça me dérange pas. Ah bon, d'accord. Si vous voulez une nouvelle Golf, il va falloir attendre donc la toute fin d'année pour une livraison qui 2020. aura lieu à partir de février 2020. Alors, on n'a pas encore les tarifs à vous communiquer, je pense qu'ils vont être dévoilés d'ici quelques semaines. En attendant, roulez en 4L car c'est très bien aussi. Moi je pense que ça doit être dans les 20 000 euros, je pense. Le ticket d'entrée, à mon avis, 20-22 000 euros. Ouais, entrée de gamme sans option, 20 000 euros. Ouais, un bon 20 000 euros pour moi. Ouais. On est sur de la compacte, hein, donc c'est voilà, tarif Volkswagen qui est toujours, on va dire, 300 à 500 euros plus cher, par exemple, chez les Françaises. Bon, ça reste raisonnable. Hein. Après, ça va tourner, je sais pas, une version GTI, on peut très bien l'envisager à 35 000 euros. Mais bon, ça va être dans cette fourchette de prix entre un bon 20 000 euros pour moi et ça va dépasser les 30 000 euros sur les versions haut de gamme ou sportives. Ok. Des mots à rajouter sur la Golf ? Non, mis à part ce qui m'énerve toujours, c'est que la visibilité à l'arrière est pas ouf. Ah non, c'est pas ouf. Ça, ils arrangent pas. Bah non. Ils font les trucs à 5 portes, mais la visibilité à il y l'arrière. a des caméras de recul partout, donc maintenant t'as la caméra de recul qui replace. Heureusement qu'elle est là, la caméra de recul, effectivement. Starter, les brèves. Avec celle de Jolan. Et ben nous on va parler de BMW. Oui. Voilà. Marque allemande toujours. Marque allemande, ouais, on reste dans le sujet. Alors les Allemands, ils vont être les pionniers sur les écrans incurvés avec l'Inext. Je sais pas si tu as entendu parler. Attends, les écrans incurvés avec Next. C'est quoi? C'est une entreprise, c'est une boîte. Ah d'accord. J'avais compris Kleenex. Non, ouais, non. Ah, ils font des mouchoirs, maintenant ils font des écrans tactiles. Ah, oui. L'Inex. D'accord. Okay. L'Inex, voilà, ça se prononce comme ça. Les informations sur le prochain SUV sont 100% électriques. Et voilà. Et puis ils viennent de confirmer leur écran incurvé qui vont sortir récemment. J'ai pas la date précise. Et ils vont être incontournables chez BMW, les écrans incurvés. Ils vont être. C'est sympa ça. Ils vont être designés, ils vont faire en sorte qu'il n'y ait pas de bug, que ce soit très réactif. Ce qu'on se plaint souvent sur les écrans. Oui, que c'est pas assez réactif, que ça, que c'est pas aussi réactif en tous les cas que notre smartphone. Et le fait que ça soit incurvé, ça va complètement épouser la forme du tableau de bord et ça va vraiment les intégrer dans la planche de bord. Et ça, je trouve ça plutôt sympa visuellement. Et ils disent l'accessibilité depuis la place passager a été pris en charge et en compte. Ok. Voilà, donc ce sera très confortable. Pour avoir autant. Et c'est bien qu'ils le précisent chez BMW parce que ils ont toujours eu l'habitude de faire justement une console centrale qui tournait vers le conducteur. Ouais. Donc là, que le passager puisse choisir sa musique, c'est aussi très sympa. Enfin, ça dépend les goûts musicaux du passager, bien évidemment. Antoine, ta brève. Oui, donc moi c'était Mash. Mash ? Oui. J'ai une moto. Ah, c'est une moto. Oui, il est très de roue, Antoine. Mais tant mieux parce que dans cette émission, moi je le suis pas du tout. Donc... Parce que on voit qu'on fait beaucoup de voitures. Je fais mais je sais. Moi je roule en Solex quand même, hein, mais à mis à part ça, je vais pas. Je vais essayer de trouver une brève sur les camions la semaine prochaine. Ah oui, chouette. Oui, donc Mash qui sort une 650, qui ont sorti une 650 cm3, la plus grosse qu'ils ont fait. Oui, ça commence déjà du gros moteur en 650. Ouais. Donc le moteur fait 644 voire 647 cm3. Oui. Ouais. Parce qu'ils peuvent pas faire 650. Non, bien sûr. Et donc vaut 5500 €. Ouais. Donc je trouve que c'est pas cher pour c'est abordable, je trouve. Pour une moto, elle est neuve, non? Oui, neuve. Oui, franchement, ta moto électrique de la semaine dernière là, elle était dans les mêmes prix. Moi, je choisis la 650. On est d'accord. Oui. Donc une 5 vitesses. Ouais. Par contre, avec 3 couleurs.
Il y a noir, orange ou gris. Ouais, mais tu peux toujours ajouter des flammes. Le cliquet tuning en vache. C'est ça. Après, c'est une 4 temps, Ouais. donc un monocylindre et elle fait 163 kg. J'adore le bruit des monocylindres. Ah, moi j'adore le bruit des 2 temps par contre. Ah. La pa- 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 Oui. pa- pa- Non, c'est pas de. Non, c'est plus gros ça. De quoi 4 temps. Les deux temps, c'est plutôt les bruits de scooter que t'entends. Non, bah non, en 2 temps justement, t'as 2 temps, alors qu'en 4 temps le truc est plus rond, mais ça fait moins pa 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 pa. Oui, tu oui, vois. c'est vrai. Ouais, Moi, je bref. préfère le bruit de ma moto. Bah, c'est un 4 temps, mais il fait un beau bruit quand même. Oui, ça va, bon, ça reste une meub. hein. C'est pas une mobilette, c'est une moto. Ouais, 50 cm3. Bon, moi j'ai une news. Si Ouais. on n'était pas en radio, je proposerais une minute de silence pour la fin du moteur thermique à Bruxelles. Oh non. D'ici 2035. Ça a été acté. En 2030, il n'y aura plus aucun diesel qui pourra circuler dans la région de Bruxelles. Et en 2035, plus aucune essence non plus. Jure. Ils vont pousser bien sûr à l'achat en taxant les voitures thermiques et puis en faisant des offres sur de l'électrique et sur de l'hydrogène, mais aussi en faisant plus de pistes cyclables. Ouais. Chouette, il pleut, prenons la bicyclette. Ah, voilà. Bon, c'est une décision qui peut nous sembler pas très importante en tant que Français. Hein. Je suis désolé si vous êtes en Belgique, mais en fait, c'est quand même une tendance générale. Donc on a de quoi flipper parce qu'on n'est pas à l'abri d'une déclaration équivalente dans les mois qui viennent. En vrai, ça me ferait chier, moi. Je pense notamment à la part de notre copine Anne Hidalgo, si tu veux. À mon avis, à Paris, on va faire ça. Que ça lui donne pas des idées. Non, mais t'as raison, Jolan. Enfin, voilà, j'ai rien contre. Ouais, moi non plus. Si, j'ai quelque chose contre. C'est un débat, on n'a pas trop le temps, mais c'est un débat qui est interminable. Électrique, hybride. Ouais. Ouais, électrique, j'aime pas. Il y a pas assez En fait, d'autonomie. je me suis renseigné, on pollue plus à faire des batteries hybrides qu'à les. Je suis d'accord avec toi. qu'à fournir. Enfin, Je pense que peut-être qu'on aura un débat un Ouais. jour, mais il faudrait qu'on fasse Ah, une ouais, émission spéciale parce que ça peut durer très longtemps. Ouais. Mais quart avec des d'heure, c'est pour et chaud. des contre. Mais en tout cas, ouais, l'électrique, qu'on me dise pas qu'on fasse pas rimer électrique avec, avec écologie, Ouais. parce que j'ai du mal avec ça. Laissez-moi ma 4L. Surtout pour merde. l'économie, hein, ils valorisent l'électrique. Et l'économie non Ah, plus, moi- bah oui. c'est Moi, clair. je serais pour l'électrique le jour qu'ils font des batteries qui durent plus longtemps, que tu fais plus d'autonomie. Ouais, que Ouais. tu fasses pas ton plein, enfin que tu t'arrêtes pas à recharger Genre, ta voiture tous tu les fais 200 Tesla et km. tu dois t'arrêter 10 minutes à chaque fois. Bah ouais, et Tu puis sais que la première voiture sportive qu'ils ont fait avec la les- Tesla, ouais. avec une hybride Ouais. en sportive, une grosse sportive. Hein. Ouais. Et je crois qu'elle faisait même pas 2 km avec la. Ah bah oui, non mais bon, faut bien un début avec tout, Oui, à voilà, tout, hein, tu vois, mais bon, ça évolue, t'es ça pas évolue, rendu, mais, Je sais qu'elle était passée au Top Gear en plus cette voiture là. mais j'y crois pas. J'y crois pas. Moi non plus. Le garage. Le garage de starter pour terminer, on est encore en retard comme d'hab. Ouais. La Porsche 924 qui est sortie en 76 avec une carrière de 12 ans, elle s'arrête en 88. Porsche atypique, c'est la première Porsche, on va dire, accessible, hein, en Ouais, toute elle est proportion belle, hein, gardée. je l'ai pas connue cette bagnole là, mais je la trouve jolie. Elle est plutôt sympa, elle est utilisable au quotidien aussi parce qu'elle a un moteur avant, on va dire classique, 4 cylindres, contrairement par exemple au flat 6 à arrière qu'avait une Porsche 911. C'est une voiture qui à son époque a pas eu une carrière super, si tu Glorieuse. veux, parce qu'en fait on l'a comparé un petit peu, c'est bête à dire, mais on l'a comparé un peu avec la Renault Fuego. Ah. Oui, parce qu'elle avait la même sorte de bulle à l'arrière, en Ah pare-brise oui, arrière, ouais. ça se ressemblait. Bon, la Fuego était une bonne voiture aussi, mais voilà, là c'est quand même une Porsche, hein, on est sur une Youngtimers sympa, pas trop coûteuse à l'entretien. Ça reste une Porsche aussi, accessible. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de la Mais mettre on a dans le des petites garage. annonces à vous compter. Exactement, compte alors Voilà. la première. On est sur la Porsche modèle 924, voilà, la S, je sais pas pourquoi, sportive j'imagine. Année 1987, kilométrage 122 000 et le prix est à 6 700 €. Puissance de la voiture 150 chevaux, c'est un 2 litres 5 et la voiture elle a la moteur est la moitié de la 928. Ouais. Alors, Voilà. vous voyez, en Voiture fait, de quatrième main, pardon. en termes de puissance moteur, c'est pas un truc de ouf, hein, Non. 150 chevaux. C'est pas terrible. Hein. Mais bon, voilà, Ça suffit, quoi. on est quand même à des prix très raisonnables Ouais. pour des Porsche et ça reste une voiture très sympa. On a une autre annonce, Antoine? Oui. Donc moi c'est une Porsche de 954 de 82. D'accord. Donc très bon état général, 125 chevaux, Oui, 127 000 km d'accord. à Blois et elle a 7 900 €. Ok, donc un D'accord. peu plus cher, un peu moins Ouais. puissante, mais aussi moins de kilomètres. Mm. À toi, Jolan, pour terminer. J'en ai une deuxième, Porsche 924 sportive toujours, année 1986, 138 000 km, prix à 7 500 €, bon état et tableau de bord un peu fissuré apparemment. Ah, va falloir mettre du silicone. Ouais, et 150 chevaux, ça change pas. Ok. Alors ce scotch, ça passe. Un peu de scotch, là, ouais. Scotch américain, ça répare tout. Merci d'avoir suivi Starter, les amis. Podcast à retrouver sur toutes les plateformes. On se donne rendez-vous la semaine prochaine dès 20h30. Nouvelles actualités automobiles et moto.